Le droit, tout droit par celles et ceux qui le font, qui le défont, qui le défendent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 13e numéro de cette émission de droit qui décrypte et analyse certaines thématiques de droit. Une émission à retrouver une fois par mois, réalisée en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau d'Épinal. Ce mois-ci, nous nous intéressons à la construction. Qu'est-ce qu'un devis d'entreprise doit impérativement indiquer? Comment agir en cas de travaux mal faits ou après coup en cas de malfaçon? Quel rôle ma banque peut-elle jouer? Avec nous en plateau pour répondre à ces quelques questions, Julien Fouret, bonjour. Bonjour Ludovic. Vous êtes avocat au barreau d'Épinal du cabinet 5A, merci d'être avec nous. Et Pierre-André Babel, bonjour. Bonjour Ludovic. Avocat également au barreau d'Épinal, bien sûr, le cabinet Synergie Avocat. Merci à tous les deux. Des questions notamment de nos téléspectateurs qu'on nous a envoyées via les réseaux sociaux notamment. Et puis quelques questions de moi-même et de vous-même sur les thématiques un petit peu récurrentes. Déjà, premier point, Julien Fouret, le droit de la construction, les litiges en matière de construction. Qu'est-ce que ça pèse dans l'arsenal judiciaire et dans l'activité juridique judiciaire ? Alors c'est un domaine du droit qui est très contentieux pour plusieurs raisons. D'abord parce que souvent la construction est un acte complexe. Ouais. C'est souvent un acte qui est fort d'enjeu, notamment pour celui qui construit. Et les normes et obligations des entreprises sont très, très variées. Et bien évidemment, il y a des droits et des recours à exercer. Un acte de construction n'est jamais une sinécure ni un long fleuve tranquille. Pierre-André Babel, pourtant, effectivement, s'il y a bien un secteur d'activité où il y a énormément de normes, de règles, d'expertise, c'est la construction. Donc, comment on explique que derrière, il y a de l'activité judiciaire peut-être plus en plus importante? Je ne sais pas. D'une manière générale, plus il y a des règles, moins elles sont respectées. C'est automatique. À partir de ce moment-là, vous avez des artisans, des entreprises de construction qui vont intervenir, faire des travaux. Et parfois, soit elles font mal les travaux, soit ça se passe mal. Parfois, là, il y a le hasard qui va faire que telle construction, tel ouvrage va présenter des désordres. Et dans cette hypothèse-là, les gens se retournent vers nous, avocats, pour mettre en place des procédures, pour essayer de régler le problème si la procédure amiable a échoué. Julien Fouret, vous confirmez? Il y a de plus en plus d'activités, de moins en moins? Ça stagne? Non, il y a de plus en plus, en tout cas, il n'y a pas une décroissance de l'activité contentieuse. C'est un domaine qui, encore une fois, génère pas mal de conflits, pas mal de litiges, sur le plan financier, sur le plan des délais d'exécution, sur le plan de la qualité des travaux réalisés. C'est un secteur très, très dynamique sur le plan juridique et judiciaire. Allez, on rentre dans le très concret avec une première question de Michel qui nous a écrit, il habite d'Épinal. Michel, je lis sa question. J'ai signé un devis auprès d'un artisan, mais il n'y a pas de délai de réalisation des travaux, d'exécution des travaux. Est-ce normal? Julien Fouret. Non, ce n'est pas normal parce que d'abord le devis doit contenir les informations essentielles, dont évidemment les prestations qui sont confiées à l'entrepreneur et qui doivent être réalisées, mais évidemment, parce que c'est un élément important, le délai d'exécution, et notamment s'agissant des particuliers, c'est une obligation absolument essentielle. À défaut de faire figurer un délai d'exécution, le professionnel peut être mis en demeure de fixer un délai raisonnable d'exécution. Et qu'en tout état de cause, si il ne détermine pas le délai d'exécution, que ce délai n'est pas raisonnable, il a 30 jours à compter de la date de conclusion du devis pour exécuter les travaux. À défaut de s'exécuter dans ce délai, qui est un délai relativement restreint et resserré, il engage sa responsabilité contractuelle, c'est-à-dire qu'il pourra être l'objet d'une condamnation à des dommages et intérêts, mais également à une rupture unilatérale du contrat, du devis, avec la possibilité toujours d'engager sa responsabilité, d'obtenir pour le particulier l'indemnisation qui lui est due. Dommages et intérêts, quand on parle de dommages et intérêts, évidemment, c'est pénible quand on est un particulier, principalement d'entrer dans de telles procédures qui font perdre du temps et qui coûtent parfois de l'argent, mais s'il y a des condamnations, il y a effectivement des dommages et intérêts. Grosso modo, on a un ordre d'idée sur, je sais pas, c'est quoi? C'est par rapport à un pourcentage du montant des travaux, les dommages et intérêts? Grosso modo, on peut imaginer cette somme à espérer s'il y a un souci? Il n'y a pas de barème. Le préjudice est déterminé d'abord souverainement par la juridiction saisie et en fonction des éléments justificatifs qui sont produits par la personne qui est lésée. Après, on peut considérer que des travaux qui sont engagés ont toujours ou s'inscrivent toujours dans une chronologie et que lorsqu'on confie des travaux, c'est évidemment pour qu'ils soient achevés dans un délai qui ne vous emporte pas sur plusieurs mois, à plus forte raison quand rien n'a été prévu lorsque le particulier ou le client n'a pas été informé. Donc les juridictions peuvent se montrer
parfois sévère, à partir du moment où, encore une fois, le dossier est correctement constitué et qu'on justifie d'un préjudice documenté notamment. Donc attention, les entreprises ont plutôt intérêt à jouer le jeu, bien Absolument. sûr. Pierre-André Babel, quid justement à ce sujet de la notion d'assurance? Est-ce que en tant que particulier, quand on demande un devis, on peut espérer, imaginer, demander, avoir quelques garanties, notamment en demandant, pourquoi pas, une attestation d'assurance? Alors, il ne faut pas l'espérer et il faut absolument la réclamer. Et c'est une obligation légale d'un constructeur. Obligation légale, pourquoi? Parce que les coordonnées de l'assurance doivent figurer en principe dans le devis et l'artisan ou le constructeur doit en justifier au plus tard avant le début des travaux. S'il ne le fait pas, il peut engager sa responsabilité également. Et c'est un élément essentiel que chacun de vos auditeurs doivent avoir conscience. C'est-à-dire que vous devez impérativement avoir cette attestation d'assurance, quelle que soit la nature des travaux. Parce que s'il y a un litige après, la première chose que vous allez faire, c'est écrire à l'assurance de l'artisan ou du constructeur pour s'assurer à la fois d'une expertise amiable, à la fois de voir si vous rentrez dans le cadre du contrat d'assurance. Et ce sera la première étape en cas de procédure contentieuse. Donc il faut avoir cet élément. Est-ce que le particulier lambda aujourd'hui le fait, ceci, de demander une attestation d'assurance? Pas tout le temps. Et lorsqu'il commence Loin s'en faut. Pas tout le temps. Et quand il commence à se réveiller, si je puis me permettre, quand il commence à se réveiller, généralement, ça commence à être très tendu. Ouais. Il n'y a pas eu de discussion possible. Et nous, dans le cadre d'une procédure, on va demander cette attestation d'assurance, y compris par une décision de justice. Alors, pardon, avant peut-être de faire appel à vos services en tant qu'avocat, vous l'avez dit, le particulier, ça c'est très important. Il ne doit pas se renseigner auprès de son assurance à lui, ni auprès de l'entrepreneur qui évidemment peut laisser traîner les choses, mais directement auprès de l'assurance de l'entrepreneur. Alors il va faire plusieurs choses. C'est-à-dire que la première étape, c'est de voir si lui, il ne bénéficie pas, et on verra plus tard pourquoi c'est important, d'une protection juridique qui prendrait en charge à la fois une expertise amiable et ensuite une procédure contentieuse. Ce qui est souvent le cas. Ce qui peut fonctionner, mais pas tout le temps. D'accord. Pas tout le temps. Déjà, tout le monde n'a pas de protection juridique et il faut que la protection juridique envisage ce cas précis de travaux et de litiges avec quelqu'un qui est intervenu chez vous pour réaliser des travaux. Okay. Deuxième élément, cette assurance, si vous l'avez ou vous-même, vous allez prendre attache avec l'assurance de l'artisan, sous certaines réserves. Et l'assurance de l'artisan va généralement dépêcher un expert technique de l'assurance pour voir quelle est la difficulté, normalement, si on rentre dans ce cadre-là. Si les travaux, on le verra plus tard, ont bien été réceptionnés. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être mis en place avant même d'engager une procédure contentieuse. Et donc de faire appel à vos services, vous, avocats. On est d'accord. Bernard de Mirecourt, on en a parlé tout à l'heure. Bernard de Mirecourt, l'entreprise a fait des travaux supplémentaires, je n'ai pas signé de devis modificatif. Est-ce que je dois les payer? Des travaux, Julien Fouret, des travaux supplémentaires, des travaux qui n'avaient pas été prévus dans le devis initial. Quel point de vigilance à ce sujet? Alors, premier point de vigilance, c'est encore une fois de se référer au devis ou en tout cas au marché qui a été conclu et qui détermine précisément le périmètre d'intervention de l'entreprise. Si l'entreprise va au-delà de ce périmètre d'intervention, deux hypothèses. Soit elle tente artificiellement d'augmenter les quantités ou de créer des travaux qui ne se justifiaient pas et qui n'ont pas été convenus. Elle ne peut pas réclamer le paiement et il faut évidemment s'opposer au paiement puisqu'on n'a pas évidemment à régler des travaux qui n'ont pas été commandés. On ajoute en plus qu'on comprend mal que des travaux supplémentaires puissent être réalisés par un professionnel qui, à partir de là, démontrerait son incompétence, en tout cas son incapacité à estimer le marché qui lui est confié. Dans la réalisation du devis initial. Dans la réalisation du devis initial. Après, il peut y avoir une autre hypothèse où la réalisation de travaux supplémentaires résulte en réalité de discussions au fil de l'eau du chantier et de l'exécution du marché. Alors, la jurisprudence considère, ça c'est la base et c'est le principe, que le professionnel ne peut pas réclamer ce qui n'a pas été convenu. Mais, dans un certain nombre d'hypothèses, lorsque notamment il apparaît assez clairement qu'en réalité, le maître de l'ouvrage, ou soyons plus directs, le client, a en fait consenti à la réalisation de ces travaux parce qu'il les a sollicités, parce qu'en réalité tout cela a été discuté, qu'il existe des éléments suffisamment clairs pour démontrer que ces travaux sont utiles à la construction,
Évidemment. Matériellement parlant, un échange de mails, un échange de textos, tout ça, ça peut jouer? Oui, absolument. Okay. Et très clairement, la Cour d'appel de Nancy, j'en ai eu la démonstration récemment, admet effectivement, encore une fois, à partir du moment où c'est des travaux qui en réalité ont été consentis par le client et n'y ont pas été imposés, qu'en dépit de l'absence d'écrit ou l'absence de marché décrivant ces travaux, les travaux supplémentaires puissent être facturés par le professionnel et donc devoir être payés par le client. C'est une question évidemment d'appréciation, mais le principe c'est le marché, le devis, rien que le devis, tout le devis. Alors, quid des points de vigilance à avoir, évidemment, quand un professionnel comme ceux, bien sûr, de la construction, de l'immobilier, des travaux, etc., essaie de forcer un petit peu, peuvent forcer un petit peu et voilà, imaginer des choses justement pour faire un peu plus d'activité. C'est quelque chose que vous devez rencontrer fréquemment, j'imagine. C'est assez fréquent, effectivement. Sous des prétextes pseudo-techniques, où effectivement les prix qui étaient initialement proposés ne sont plus les mêmes, les travaux s'avèrent comme par hasard plus complexes. La position, c'est de s'y opposer. Et le particulier doit avoir le réflexe, y compris de confirmer qu'il refuse les travaux que semble lui proposer ou vouloir lui imposer, en l'occurrence, le professionnel. Matériellement, c'est-à-dire ? C'est un courrier recommandé, une mise en demeure, en tout cas un courrier recommandé adressé aux professionnels qui clarifie ou en tout cas qui consacre la position très claire et très ferme du client qui s'oppose encore une fois à la réalisation de ces travaux ou à la modification éventuellement des travaux qui avaient été initialement convenus. Pardon, ça peut être tout de suite un petit peu compliqué. On est sur un chantier avec un professionnel qui réalise quelque chose dans sa maison, dans son appartement. On rentre un petit peu en conflit, les travaux ne sont pas finis. Aïe! Il peut y avoir un peu d'appréhension, évidemment, de la part du client. Oui, mais comme on le dit souvent, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, il faut le prendre tout de suite. Voilà, alors il faut dialoguer avec le professionnel. Évidemment, c'est la discussion qui souvent apporte la solution. Mais à partir du moment où c'est un dialogue de sourds, où on a face à soi un professionnel qui est intransigeant, il faut lui opposer la fermeté et la même intransigeance. Allez, restons dans le concret. Pierre-André Babel, quid en cas de travaux mal faits pendant qu'ils sont en train d'être réalisés? Est-il possible donc d'interrompre, de suspendre, d'annuler un chantier, vraiment concrètement? Alors, c'est toujours une situation extrêmement délicate. Ça veut dire que le client est présent sur le chantier et va observer que les travaux se passent mal ou que ce qu'il a commandé n'est pas conforme à ce qui est réalisé. À partir de ce moment-là, vous avez plusieurs options. La première option, c'est déjà, et c'est le point primordial, et ce sera notre voie initiale, c'est de dire il faut discuter. Il faut dire non, c'est pas ça que j'ai commandé, c'est pas ça que je souhaitais. Et il faut le matérialiser par des mails, par des écrits, des éléments qui permettent de mettre en exergue un certain nombre d'éléments. C'est un peu comme les travaux qui sont faits en plus. Parce que tout à l'heure, dans votre question, vous avez vu le côté du client qui, finalement, se retrouve avec des travaux qu'il n'avait pas commandés. Mais vous avez aussi le côté de l'artisan, que je défends régulièrement, à qui on va demander j'aimerais bien rajouter telle chose, et ça fait Ce qui doit aussi arriver très fréquemment. Oui. Sauf qu'à la fin, il y a le client qui vient dire non, je n'ai jamais demandé ces travaux. Ou alors, c'est pas ça que j'ai demandé. Dès que vous avez une modification ou une réalisation qui n'est pas conforme par rapport au marché initial, il faut au moins se ménager un certain nombre de preuves. Alors parfois, ça peut être le simple courrier, et parfois, quand les choses sont graves, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui n'est absolument pas ce que vous avez commandé, de faire en cours de chantier un constat d'huissier sur l'état des travaux. Parce que ce constat d'huissier vous permettra ensuite de discuter devant un expert, soit d'assurance, soit un expert judiciaire, de ce qui était prévu, de ce qui était réalisé. Et vous avez marqué votre désaccord par rapport à ce qui était fait. Et ça permet... Je prends la balle au bon. Concrètement, comment ça se passe pour faire appel à un huissier de justice, comme vous le dites on s'adresse où? Est-ce que ça coûte de l'argent? Alors, les huissiers de justice, maintenant des commissaires de justice, il faut les appeler maintenant comme ils s'appellent, les commissaires de justice vont vous demander à peu près entre 300 et 400 euros hors taxe pour faire un constat. Vous les convoquez, ils viennent. Alors ce ne sera pas contradictoire, ce ne sera pas quelque chose qui n'aura d'autre valeur que ce que l'huissier a constaté, qui n'est pas un expert technique. Et le commissaire de justice va arriver et va dire, voilà, je constate qu'à tel jour, la porte qui devait être bleue est verte, la porte qui devait être en double
n'est qu'en un seul tenant, la peinture qui est posée n'est pas faite, il y a eu destruction de tel et tel élément alors que ce n'était pas prévu, et que les choses finalement sont en train de partir en vrille. 300-400 € hors taxe, comme vous avez dit, ça peut paraître une somme qui peut freiner un petit peu, mais attention, si ça concerne des travaux plus importants, c'est pas grand-chose par rapport au volume de travaux global. Hein. Oui, parce que parfois, si effectivement c'est un coup de peinture, on va réfléchir à 2 fois avant de partir en contentieux et de faire cette première phase. Si c'est une ouverture de mur, par exemple. Si vous avez quand même un mur porteur qui a été touché et qu'il y a un problème d'effondrement, là, il faut aller agir très 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 vite. Quid du paiement des factures à ce sujet, quand il y a des malfaçons ou des travaux en cours qu'on souhaite interrompre? Alors, sur les factures, le fait qu'il y ait des malfaçons, des désordres, n'empêche pas à ce que le client doive les payer. Ça, c'est la première chose. Alors, il n'est pas obligé de payer celles qui viendront après, mais celles qui sont en cours, en principe, je dis bien en principe, doivent être payées. Parce que parfois, nous allons leur conseiller de ne pas payer, clairement. Mais en droit, on doit payer les factures. Ce n'est pas parce qu'il y a des désordres qui, éventuellement, remettront en cause ce que vous avez réglé, qu'à un moment T, que vous ne devez pas régler les travaux. Mais lorsque vous avez une situation de conflit qui commence à être très grave, lorsque on sait qu'il n'y a pas eu de réception des travaux, on y reviendra. On va y venir. Et qu'il n'y aura pas d'assurance qui risque de jouer, à un moment, on va réfléchir au plus vite et dire, maintenant, ne réglez plus rien, parce que là, on ne sait pas où on va. Et ce que vous allez payer, même si l'entreprise est condamnée à réparer les désordres qu'elle a commis, vous n'êtes pas sûr de récupérer vos sous. Vous avez cité la réception des travaux. C'est justement une question de Catherine. C'est vrai que c'est un mot qu'on entend régulièrement. Est-ce que le Quidam sait exactement ce que c'est? Il faut croire que non. Catherine, c'est justement de la Chapelle-aux-Bois. La réception des travaux, c'est quoi? Et qu'est-ce que cela entraîne? Julien Fauré, la réception des travaux. Alors, c'est un acte fondamental dans l'acte de construction. Il y a 2 événements fondamentaux dans l'acte de construction. C'est le moment où on rédige et on conclut le marché et le moment où on procède à la réception. La réception, c'est recevoir l'ouvrage, recevoir les travaux. Ouais. Alors, ils sont réceptionnés lorsque, notamment, l'entrepreneur a achevé les prestations, considère qu'il a achevé ses prestations. La réception doit être contradictoire, c'est-à-dire que les parties, l'entrepreneur, mais également le maître de l'ouvrage, doivent être convoqués, doivent participer en même temps à la réception. La réception ne peut pas intervenir en l'absence du maître de l'ouvrage ou sans que celui-ci ait été mis en mesure d'y participer. Maître d'ouvrage, c'est le client, hein, c'est le client, ou le maître d'ouvrage à qui le propriétaire a fait appel. C'est celui qui construit, pour être plus simple. Et donc, à cette occasion, eh bien, on va débattre de la réalisation des travaux. Sont-ils réalisés, donc achevés? Sont-ils réalisés conformément à ce qui avait été convenu? Existe-t-il des difficultés? Et si des difficultés existent, le maître de l'ouvrage, le client, celui qui construit, doit impérativement, sur un document qu'on appelle le procès-verbal, c'est-à-dire le constat en réalité contradictoire, doit impérativement signaler ce qui ne lui convient pas, ce qui lui apparaît non conforme à ce qui avait été convenu, ce qui éventuellement n'a pas été réalisé. S'il ne le fait pas, et qu'à partir du moment où on considérerait que ce qu'il n'a pas dénoncé, ce qu'il n'a pas signalé, était apparent au moment de la réception, il est considéré comme ayant accepté en l'état l'ouvrage tel qu'il se présente. Donc évidemment, ces recours seront, sinon mis à néant, en tout cas extrêmement compliqués à mettre en œuvre. Et la réception est également fondamentale parce qu'elle va déclencher ou va marquer le point de départ d'un certain nombre de garanties dues par l'entrepreneur et son assureur, c'est-à-dire au niveau des désordres les plus importants, des ordres qui compromettraient la solidité de l'ouvrage, qui compromettrait également sa destination, c'est-à-dire la capacité à utiliser l'ouvrage, ce pourquoi il a été réalisé. Et puis également, c'est un moment important parce que ce qui a été dénoncé comme mal fait ou inachevé par le client, par celui qui construit, va obliger théoriquement l'entrepreneur, dans un délai au maximum d'1 an, à réparer, à venir réparer ou combler ce qu'il n'a pas réalisé ou reprendre ce qu'il a mal fait, mal réalisé au regard des stipulations du marché. Donc c'est un événement absolument essentiel qu'il ne faut pas négliger et
dans un certain nombre de situations, notamment lorsqu'en amont, ça ne s'est pas très très bien passé entre les parties, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Mon confrère a indiqué qu'on pouvait recourir à un huissier, un commissaire de justice. Ça peut être effectivement une solution. Mais dans un certain nombre de cas, il ne faut pas hésiter à se faire assister, y compris par l'un de nos confrères, pour les situations les plus tendues ou les plus compliquées. On est toujours dans un domaine où l'acte de construction engage de l'argent, souvent des financements. Évidemment, il y a une maîtrise des coûts qui doit être bien comprise, mais souvent des coûts que l'on avance dans ces situations-là sont des économies pour plus tard. Quid des délais de réception de ces travaux? Et puis vous avez évoqué le fait que s'il y a un recours, c'est très difficile. Pour autant, si on n'est pas expert, si on n'a pas pris soin d'être accompagné, on se rend compte, je sais pas, au bout de 1 mois, 2 mois, quand on est dans un logement, par exemple, qui a été refait, avec je sais pas, des finitions autour de nouvelles fenêtres qui ne sont pas conformes à nos attentes et qu'on ne s'en est pas rendu compte sur le coup. Aïe, il y a un recours. Quid du recours? Alors, il existe tout de même un certain nombre de recours et d'actions, mais on y insiste. Encore une fois, vous évoquez la question notamment des finitions. Souvent, effectivement, quand on réceptionne un ouvrage, on va s'attarder évidemment plutôt aux aspects esthétiques. Il faut les dénoncer, les signaler. Entre guillemets, ça ne vous plaît pas, vous l'indiquez. Okay. La couleur n'est pas conforme, la qualité de réalisation, le geste n'est pas conforme, en tout cas n'est pas satisfaisant dans votre esprit, il faut le signaler. Donc, en d'autres termes, il faut être très pointilleux. Il faut être extrêmement pointilleux, voilà, maniaque presque. Allez, bah écoutez, le message est passé. Quid, dernière question avant de parler de la banque tout rapidement, de malfaçon. Si ce fameux terme malfaçon, bien que les travaux ont été réceptionnés, il y a des malfaçons qui apparaissent sur du long terme. Pierre-André Babel, comment ça se passe? On pense notamment, principalement à des fuites, des risques d'infiltration, etc. C'est les choses les plus fréquentes, j'imagine? Alors, un des effets les plus importants de la réception, au-delà de ce qui vient vous être dit sur la purge des vices apparents, s'il y en avait, c'est le point de départ des assurances. C'est-à-dire, tant que les ouvrages n'ont pas été réceptionnés, aucune assurance décennale n'est susceptible de jouer. Aucune assurance de dommages intermédiaires. Alors c'est un petit peu complexe, mais il est impératif que les travaux soient réceptionnés. Les assurances d'un artisan ou d'un constructeur ne commencent à courir qu'à compter de la réception. Et pour un certain nombre de travaux. Alors, il y a malfaçon et malfaçon. Ouais. C'est-à-dire que vous... Très rapidement, grosses malfaçons. Les grosses malfaçons, on rentre dans le cadre de la garantie décennale. Vous avez 10 ans. Vous avez 10 ans à compter de la réception des travaux pour vous plaindre de dommages qu'on va appeler décennaux. Ça va être quoi? C'est ceux qui vont rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou qui portent atteinte à sa solidité. C'est quoi? C'est des fissures. Ça va être un début d'effondrement, le toit qui ne tient pas, qui a des fuites. C'est des ouvrages relativement importants et on va arriver dans un système où là, le contentieux est généralement quasiment inévitable. Vous avez des dommages qui vont toucher cette fois-ci les éléments d'équipement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça dure pendant 2 ans et ça va être la carte électronique de la chaudière qui ne va pas fonctionner ou ce genre d'éléments. Et vous avez aussi des dommages qui ne rentrent dans aucune catégorie, qu'on va appeler les dommages intermédiaires, qui a été une création jurisprudentielle puis qui a été repris par les textes. Ça va être des fissures sur la façade, sur le crépi que vous avez fait, qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, qui ne le rendent pas propre à sa destination. Et dans ce cas-là, on est dans une situation intermédiaire et vous allez pouvoir, cette fois-ci, parce que maintenant les assurances couvrent ce genre de dommages en principe, engager une procédure. Alors, la procédure, en deux mots, c'est quoi? S'il n'y a pas d'accord amiable, généralement, nous sommes obligés d'assigner devant le tribunal judiciaire en référé pour demander une expertise judiciaire. OK. Quid, très rapidement, un artisan, une entreprise qui n'existe plus? La garantie décennale, ça marche comment? Vous avez encore l'assurance. Et c'est pour ça, par rapport à ce qu'on disait au début, qu'il faut vraiment s'assurer que l'entreprise bénéficie de cette garantie. Quand bien même l'entreprise n'est plus cliente de l'assurance, il faut qu'elle ait été assurée au moment où les travaux commencent. Très important. Peu importe que les dommages soient 2 ans après la liquidation judiciaire. Et pour dire là-dessus, juste après la période du Covid, vous avez eu une explosion des carnets de commandes des artisans. Ce qui a permis à certaines entreprises non assurées
de se glisser et de récupérer des travaux que les artisans ne pouvaient pas prendre. Et vous avez, et j'ai eu le cas à plusieurs reprises, bon nombre de ces petites entreprises, généralement des auto-entrepreneurs, qui n'étaient pas assurés. Et là, c'est relativement catastrophique si les travaux étaient d'importance, parce que si l'auto-entrepreneur n'existe plus, je n'ai quasiment pas de recours, si ce n'est pénal. Parce que l'obligation d'être assuré est sanctionnée pénalement. Merci beaucoup Pierre-André Babel. Julien Fauret, j'ai une dernière question. Vous avez 1 minute pour répondre. Quid du rôle, des responsabilités des autres acteurs dans le cadre d'un achat immobilier, d'une maison, d'un appartement? On pense bien sûr au notaire et à l'établissement bancaire. Tout rapidement. Oui, bien évidemment. Ceux qui interviennent à l'acte de construction ont une responsabilité en tant que professionnels et ça ne concerne pas évidemment uniquement que l'entrepreneur. Et s'agissant par exemple de la construction de maisons individuelles, qui est finalement relativement classique, la banque, lorsque évidemment la construction est financée, a un devoir de vigilance pour s'assurer notamment que la conformité du contrat de construction de maisons individuelles, qui répond à une réglementation très précise avec beaucoup de garanties qui sont accordées à celui qui construit, que ce contrat est conforme à ses obligations, c'est-à-dire qu'il y a une assurance précisément, qu'il y a des garanties qui sont effectives et qui sont justifiées par le professionnel qui va réaliser cette construction. Donc la banque a un devoir de vigilance. Est-ce qu'on peut se retourner contre sa banque si elle n'a pas fait son job comme il faut, notamment avec les histoires d'assurance? Absolument. D'accord. Absolument. À partir du moment où elle a été négligente, et ça peut évidemment se rencontrer lorsqu'elle débloque les situations de paiement et qu'elle paye, et qu'elle ne le fait pas, encore une fois, en respectant ce devoir de vigilance, elle engage sa responsabilité. Et il y a de la jurisprudence relativement abondante en la matière. Allez, on aura encore plein de choses à se dire à ce sujet, j'en doute pas. On reviendra. Vous reviendrez, ce sera l'objet d'une autre émission. Devis, travaux supplémentaires, attention, point de vigilance aussi, extrêmement important sur la réception des travaux. Voilà, réception des travaux, un terme à ne pas oublier si vous avez un projet immobilier. Je répète, en appartement ou en maison, qu'importe. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.